Produit avec le soutien de la MDJS. Bienvenue les amis dans Icône, le nouveau podcast de Radio Maalif. Je vous rappelle, l'objectif c'est de donner la parole aux passionnés pour les faire parler de Marocaines et de Marocains qui les ont marqués et qui donc selon eux méritent ce fameux statut d'icône. Aujourd'hui on a deux invités comme toujours, Soufiane Faisal aka L'Azaoui sur les réseaux sociaux. Salut. Tu es là en tant que Marrakchi, c'est très important. Oui, mais je suis toujours là. La nature du sujet va justifier ta présence. Et on est aussi avec Mohamed Zouak, aka Bouchtajibli, patron de Yabiladi. Comment ça va ? Ça va, alhamdoulilah. Tout va bien ? Ouais, vous êtes bien, vous êtes en forme ? Vous avez des dossiers à présenter à la commission des icônes ? Oui. Bon, on va commencer avec Soufiane. Allons-y. Alors je précise que Soufiane a été très proche du Kawkab de Marrakech, à un moment de sa vie, n'est-ce pas ? Pendant un long moment de ma vie, effectivement. Tu as été un peu photographe pendant une dizaine ou une douzaine d'années. J'ai pas mal travaillé avec mon père qui était photographe et caméraman du club. D'accord. Donc membre du comité, etc. Donc, quelle période on parle ? On parle de 91 à 2003 à peu près. La bonne période en fait. La très bonne période, la période des titres, le championnat. Ah, c'est bon. Bientôt tu vas nous dire que c'est toi. J'étais quasiment sur le terrain pour les gagner. Et en toute logique, tu vas nous parler de El Beja, évidemment. Ahmed El Beja. Parce qu'il est question d'icône et je pense qu'il n'y a pas meilleur personnage pour commencer une telle série que le Beja, parce que tu parles à n'importe qui de Marrakech, du Kawkab, du foot, forcément, un des premiers noms qui ressort, si ce n'est le premier, c'est le Beja. Alors comment déjà on pourrait décrire ce joueur à quelqu'un qui l'a pas vu jouer ? Je sais pas si on peut le décrire à quelqu'un qui l'a pas vu jouer. Non, parce que clairement, c'est une irruption du foot de rue au haut niveau, quoi. Il y a toute la poésie et la magie du foot de rue portée sur un terrain professionnel, et c'est pas tous les jours qu'on voit ça, quoi. Et c'est exactement ça. Et c'est pas qu'un foot de rue dans l'attitude ou dans les gestes techniques, c'est un foot de rue aussi dans la tête. C'est-à-dire que le Beja, il est dans la spontanéité. Si tu regardes, après moi je parle de mon expérience personnelle et de ce que je retiens de le Beja, j'ai du mal à retenir un but ou une action décisive, tu vois. Ce que tu retiens, c'est ces petits gris-gris, ces feintes, alors certaines de ces passes parce qu'elles arrivent au bout d'une action phénoménale. Mais voilà, c'est ce que tu retiens. Et pour un attaquant de pas retenir de but. Oui. Tu vois, récemment, je revoyais sur la chaîne sportive nationale, on repassait les finales des Coupes du Trône. Donc je revoyais la finale de la Coupe du Trône entre le KCM et le CAC, Knitra. C'était la Coupe du Trône 91, je crois, mais qui était jouée en 92 ou 93. Et ben le premier but, il est marqué par le Beja, je m'en souviens même plus. Mais par contre, j'ai encore l'image de certains de ces dribbles. Alors il y a celui qui est spectaculaire, ou en tout cas super connu, c'est contre l'Arabie Saoudite en 94. Espèce de feinte de torero là. Alors il feinte le premier défenseur, il arrive dans la surface, les deux défenseurs et le gardien, ils tombent parce qu'ils savent pas ce qu'il veut faire, et puis il la met à Chaouch qui il la met pas à Chaouch, hein. Il fait une bande. Il fait une bande sur Chaouch. Il fait une bande sur Chaouch. Parce que Chaouch avait loupé énormément de buts lors du premier match. Là, le premier match sur une passe de Beja, justement, juste après son entrée, si je me souviens, il met un centre pour Chaouch de la tête qu'il a mis sur la transversale. On va parler de cette Coupe du Monde 94 qui a été catastrophique en fait. L'équipe du Maroc s'est préparée dans une ambiance de mélodrame. Il y avait une histoire carrément presque un fait divers qui avait empêché l'équipe de prendre l'avion depuis le Canada. Il y avait des tensions dans l'équipe. Il y avait Blinda qui avait été l'Arhamo qui avait pris la place de Louzani dans le dernier match. Il y avait le clan du Kawkab. Il y avait le clan de Djish Melaki avec à la tête des hommes de pouvoir très importants qui se chamaillaient. Et dans cette ambiance-là, où ça a donné tout simplement 3 défaites, il y a eu cet éclair, le Beja. Alors le Beja, pour info, il rentre au milieu du premier match. Oui, il rentre contre Haddaoui. En remplaçant qui était, je crois, capitaine. Voilà, qui était capitaine, voilà, 69e minute. Et ensuite, il fait les 2 matchs d'après. Et tous les Marocains se rappellent de cette Coupe du Monde comme étant celle de Beja, effectivement, sans avoir marqué. Il a donné le sourire. Il a fait de ce moment qui était pas génial, parce qu'il faut voir un peu les standards de l'époque. On sortait d'une Coupe du Monde 86, mais on n'avait pas fait celle de 90, mais en 86, on avait fait le 8e de finale. Donc on avait des vraies ambitions. On n'était pas juste content d'être là, comme on l'est en 2018. On avait l'ambition d'aller un pas de plus qu'en 86. On prend 3 défaites, mais le Beja s'imprime
prime dans l'esprit collectif comme étant le footballeur marocain qui a crevé l'écran, quoi. Je sais pas, ça te parle déjà? Ouais, moi j'étais lycéen à la Coupe du Monde aux États-Unis, et c'est vrai qu'il y a eu d'abord un sentiment de chute. Quand on a vu, effectivement, on s'attendait vraiment à ce que l'équipe soit un peu plus à la hauteur. Le groupe était Maroc perdre contre l'Arabie Saoudite, c'est pas quelque chose qui était, voilà. Et puis toute l'équipe, alors qu'on connaissait certains, notamment par exemple dans le championnat français, je crois qu'il y avait Chaouch à Saint-Etienne, si mes souvenirs sont bons. Nice, je pense. Nice, peut-être. Ou Nice, Saint-Etienne, ouais, tu as raison. Je crois que c'était Haddaoui qui était à Nice, il me semble. Et il y avait vraiment de l'espoir d'arriver quand même beaucoup plus loin, et puis de montrer du bon jeu, et finalement rien du tout. Ouais, mais tu fais un bon match contre la Belgique. Hein. Je te jure, tu fais un bon match contre la Belgique, et tu perds. Mais il y a une déception. Il y a une déception, bien sûr. C'est un cauchemar. Et puis tu as ce qui sauve un petit peu de ce cauchemar. En fait, c'est ce jeune garçon grand, athlétique, flamboyant, qui vient, qui rentre et puis qui d'un seul coup remue un petit peu l'équipe. Change le match. Voilà, on a l'impression qu'il vient et qu'il est pas seulement un remplaçant qui arrive. Non, en plus moi je le connaissais pas, contrairement à Lazaoui qui lui le connaissait bien dans les. Et moi à l'époque je crois qu'il y avait pas encore la parabole, où on venait tout juste de découvrir la parabole, donc on voyait pas les matchs de la Botola du championnat marocain. Donc je connaissais pas ce joueur, et là on le voit, c'est une vraie révélation, quoi. Pour les Marocains étrangers, c'est une vraie révélation, et on se dit zut, quoi, donnez-lui plus de ballons, c'est lui qui va nous sauver. Et en fait, malheureusement, contre l'Arabie Saoudite, il n'a pas été le joker qui allait nous au moins décrocher une victoire sur les 3 défaites. Non, 3 défaites. Et toi qui le suivais donc à Marrakech, quand tu le vois arriver en Coupe du Monde, donc c'est quelqu'un que tu connais. Oui. Et tu te dis, est-ce qu'il a le niveau? Est-ce qu'il va? Tu t'attends à ce qui va se passer? Moi, j'étais fan avant tout, donc. Beja, Tahar, Msbahi, Zakaria, Alaoui, qui étaient les Koukabi, oui, tu te dis qu'ils ont le niveau. C'est une équipe qui, 3 ans avant, a gagné le championnat du Maroc, qui a dominé le championnat. De mémoire, je crois on perd une fois contre Knetra à l'extérieur, 1-0. Tous les autres matchs, c'est plutôt tranquille. Il y a aucun accro dans la saison. C'est super fort. Il y a 2 Coupes du Trône dans l'intervalle. D'ailleurs, la Coupe du Trône 91 qu'on gagne, elle est jouée en 92. Donc c'est quasiment un doublé. C'est juste qu'à l'époque, on jouait les Coupes du Trône super tard. Oui, ceux qui ont notre âge ont compris. Les autres, c'est pas la peine de leur expliquer. Imaginez que c'était normal. Acceptez ça. Faites vos recherches. Voilà. Comment en est-on arrivé là? Et donc oui, on avait quand même une équipe qui était costaud. Donc c'était pas étonnant. En plus, le Beja, si je me souviens bien, il était déjà dans les équipes espoirs et olympiques avant, parce qu'il est monté en équipe première en 93, je crois, mais il participe aux Jeux Olympiques de Barcelone avec l'équipe olympique, avec aussi tout un ensemble de joueurs, Dmiri, etc. Mais ce qui est extraordinaire dans le Beja, c'est quand tu lis, alors aujourd'hui, il y a la passion des statistiques, des palmarès, etc. Bon, il a gagné le championnat, effectivement, avec Marrakech, avec le Kaoukeb, il a gagné une Coupe du Trône. Deux Coupes du Trône. Il est parti, 2, tu es sûr? Ouais, deux Coupes du Trône de mémoire. Après, il est parti. Il est parti en Arabie Saoudite, il a joué, voilà, sûrement. Il a gagné une Coupe d'Asie, je crois, aussi. Oui, ensuite il était en Libye, je crois qu'il a même fait. Alors il a fait Dubaï. Enfin, on n'est pas dans le parcours glorieux mythologique. Hein. Par contre, ce qu'il a imprimé dans la tête des gens, c'est là où on voit bien que le football ne peut pas se limiter à ça, parce que tout va bien dans le Beja, tout est cohérent. Le nom déjà. On a l'impression que c'est justement c'est ce qui l'amène à ce statut d'icône, c'est que quelque part c'est le destin. Tu peux pas avoir un meilleur nom pour un joueur marrakchi qui te diffuse de la bonne humeur. Tu vois, donc il y a le nom, il y a la gestuelle, il y a l'attitude. Parce que moi je me rappelle d'un Maroc-Gabon où le Beja c'est 3 hors-jeu, 1 but. C'est-à-dire le bonhomme, on a l'impression qu'il, comme dans le foot de rue, c'est-à-dire que le hors-jeu ça le touche pas. Mais le Beja au Koukeb, des dizaines de hors-jeu à son actif. C'est-à-dire que c'est sa façon d'être. Il est complètement nonchalant. C'est la spontanéité, c'est ce qui a touché les gens. Il est nonchalant. Parce qu'après, le Beja, c'est aussi aujourd'hui, tu te parles de stats, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, tu vois, le nombre de buts, le nombre de passes décisives, etc. On était à une époque où, de toute façon, aujourd'hui, si tu recherches, tu n'as aucune info sur combien il a marqué de buts ou de passes décisives. Par contre, tous ceux qui ont connu le Beja ou qui l'ont vu jouer, ce qu'ils collectionnent, encore une fois, c'est les anecdotes. Oui. Parce que sur le terrain et en dehors. Oui. Et sur le terrain, moi, je me souviens, je crois que c'était en Arabie Saoudite, ou sur un match, parce que c'est pareil, ça, on récupérait les infos, on essayait de voir des matchs sur la parabole, il n'y avait pas de YouTube à l'époque, etc. Mais sur un match, a priori, il a fait un match où il a été sifflé très souvent en hors-jeu. Oui. Et il en a eu marre. Je sais ce que tu vas raconter. Il en a eu marre, donc à un moment, il récupère la balle, il n'est pas hors-jeu, et il a
challah de l'équipe, parce que c'est même ça, comme ça qu'il le dit. Hein. Dès que tu es déwigé défenseur, c'est vraiment ça le terme. Donc il dribble tout le monde et il arrive. Il dribble le gardien. Il appelle l'arbitre. Et là, il arrive sur la ligne de but et l'arbitre siffle but. Et là, Beja lui dit non, il n'y a pas but, je m'ai fait. J'ai marqué une temps. Donc, non, mais donc c'est ça, il attend, après il le met, il prend un carton jaune. Mais c'est là où tu vois le statut de mythe, parce que ce truc-là, personne ne l'a vu en fait. Non, mais c'est ça. On ne sait même pas si c'est vrai. Exactement. Mais c'est crédible. Quand on connaît le bonhomme, c'est possible. Je peux t'en raconter 20 comme ça. Il y a la fameuse où il se remonte les chaussettes aussi devant un défenseur. Et celle, par contre, on l'a vu, elle est sur YouTube, je pense, où il est devant un défenseur qui est tellement pétrifié, qui veut pas avancer vers lui. Il a tellement peur de prendre, qu'il reste comme ça, face à face, 2 secondes. Et le Beja se baisse et monte ses chaussettes. Quoi. Mais ça, t'as pas besoin de le voir pour être sûr. Il y en a tout un tas où tu peux douter. Ça, c'est le Beja. Moi, une des actions dont je me souviens, mais très clairement sur le Koukab. Alors, ça devait être c'était l'avant-dernière saison. À l'époque, la tenue du Koukab, c'était rouge, short noir avec un logo ONMT. D'accord. Et donc, il arrive, on était tribune officielle, il était de notre côté, hein, donc sur l'aile gauche, on attaquait vers la gauche. Et il arrive devant un défenseur, il est vraiment sur la ligne de touche. Il y a un défenseur qui sait pas trop s'il doit attaquer ou pas, donc il est un peu debout devant. Et là, il fait une première feinte. Le défenseur part et il revient. Deuxième feinte. Troisième feinte et la quatrième, il met un petit pont et puis il centre la balle n'importe comment. Et il se retourne vers la tribune pour montrer le logo du téléphone en disant appelez-le, parce que juste avant, enfin dans la semaine, il n'avait pas été retenu pour un match de l'équipe nationale, enfin dans la liste de l'équipe nationale. Donc c'est juste ça le Beja. Il se retourne, appelez-le, dites-leur de regarder ça. C'est ça le Beja. Donc se baisser devant un défenseur pour remettre ses chaussures ou ses lacets, c'est le personnage. Mais le personnage, il a été, j'ai envie de dire, encore plus porté au statut de légende par les interviews qu'il a données donc après la fin de sa carrière, où il te racontait ce qui se passait sur le terrain, mais sans filtre. C'est-à-dire qu'il raconte, il raconte le fils Kadhafi en Libye et tout ce qui s'est passé quand il jouait au championnat de Libye. Il te raconte comment il se promenait avec les coupes dans le championnat d'Arabie Saoudite, qu'il essayait de soutirer du fric chez les princes. Il te raconte les prises de bec avec les joueurs égyptiens, ça c'est fameux. Enfin, il y a un côté un peu, j'ai envie de le dire, extraterrestre. Voilà. Il y en a un, pour moi, il y a un joueur qui, en termes de sourire, de spontanéité, de foot de rue et même de joie de vivre, y compris dans la nuit d'après les matchs, c'est Ronaldinho. Voilà, je le vois comme une sorte de Ronaldinho. Moi, tu vois, quand tu m'as parlé du podcast, je me disais, si tu devais le transposer aujourd'hui, c'est Ronaldinho, c'est la même chose. Alors Ronaldinho est un plus haut niveau et a été plus constant. Mais c'est ça le Beja. Le Beja, il est sur un terrain pour prendre du bon temps. Et donc, oui, après sa carrière, quand tu l'écoutes sur ses interviews, etc., c'est sans filtre. Il te raconte les choses telles qu'elles se sont passées ou telles qu'il les a vécues. Après, avec pas forcément toutes les anecdotes, parce que c'est pareil, il y a les anecdotes hors du terrain. On en a aussi. Et puis c'est aussi la difficulté qu'a un personnage aussi à part de s'insérer dans un collectif. Enfin, l'équipe du Maroc 98 en Coupe du Monde, il aurait dû être dedans. Il est pas dedans parce qu'il balance son fameux coup franc de dernière minute en Cannes contre l'Afrique du Sud. Voilà, exactement. On sait que ça va créer qu'Henri Michel, suite à ce geste un peu tordu, il avait été, enfin, je sais même pas si c'est venu d'Henri Michel ou d'au-dessus, mais en tout cas, la fédération voulait plus le voir. Et il y avait une partie des joueurs, je le sais parce que c'est une génération que je connais bien, qui insistait auprès du coach pour le ramener quand même, parce qu'il y avait une espèce de grain de folie qui aurait pu ajouter quelque chose à cette équipe, quoi. Mais est-ce que justement son comportement nonchalant, peut-être un peu incontrôlable, ne lui a pas joué des tours dans sa carrière professionnelle, parce qu'il avait quand même du talent. Ça l'a probablement desservi, mais encore une fois, c'est un tel talent qu'il faut savoir l'utiliser, en profiter dans son équipe. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand il partait en Arabie Saoudite, on avait des rumeurs qu'il était suivi par des clubs européens en Ligue 1 ou dans d'autres championnats. Mais voilà, il n'y a jamais rien qui s'est concrétisé. Mais de toute façon, je pense pas qu'on puisse extraire de le Beja ce qui est vraiment à lui, qui est cette espèce de folie. Essence, quoi. Voilà, c'est-à-dire, je sais même pas si tu lui enlèves cette espèce de folie, ça reste un joueur de foot. C'est pas le personnage. Hein, tu t'attends pas de lui qu'il soit au marquage à la 90e minute pour défendre sur un corner, des trucs comme ça. Ce que tu attends de lui, c'est que tu lui files la balle et puis il va s'éclater, il va te faire un truc. Bah, si vous avez l'occasion de demander à des gens qui ont vécu la Cannes 98 comment ça s'est passé avec le Beja, je crois qu'on pourrait faire 2 podcasts sur cette compétition. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter
Petit bonus, petite anecdote, petite affaire, non? Déjà, il y en a des tonnes. Non, rien à rajouter. Je pense qu'on a dit suffisamment. Enfin, le personnage, c'est sur le terrain une nonchalance et un grain de folie, et puis en dehors un truc complètement iconoclaste qui est marrant, tu vois. Parmi les trucs dont je me souviens, c'est qu'après le championnat 91-92, le KCM est invité à un tournoi amical estival pour fêter le 350e anniversaire de la ville de Montréal. Donc, c'est un truc assez particulier. Donc, il y a quelques équipes sud-américaines. Il y a notamment l'équipe de Valderrama qui est présente. Il y a l'AEK ou le PAOK Athènes, je crois. Et puis, il y a le Milan AC, une sorte d'équipe B. Et donc, le KCM arrive en finale et gagne le tournoi. Donc ils battent en demi-finale Valderrama, ils battent les Grecs en finale qui ont battu en demi-finale le Milan AC, et il finit meilleur buteur du tournoi. Et donc après la finale, il est en conférence de presse avec Luzani qui traduit, donc question en français. Mon père était avec eux, il filmait tout le truc. Quand je revoyais les cassettes, mais c'était hilarant. C'est-à-dire que t'avais une question pour le Béja, Luzani lui traduisait, t'avais le Béja qui partait dans un délire de malade en arabe, et puis derrière Luzani qui retraduisait, mais qui faisait un truc qui n'avait rien à voir avec ce qu'avait dit le Béja. Mais tu vois, un peu de langue de bois, machin habituel c'est le genre de truc qui aujourd'hui, si on avait eu YouTube à l'époque, c'est le truc, ça aurait été culte. Footballeur culte, statut d'icône validé, c'est Mohamed. Ah oui, complet, oui. Ouais, on est clair. En plus, ça m'a replongé dans des souvenirs d'adolescence très, très positifs. Merci pour cette première partie. Mais je t'en prie. Gros changement d'ambiance là. On va faire un gros changement d'ambiance puisque Mohamed Zouak est venu nous parler de Mohamed Choukri. Exactement. Waouh, ça va. Célèbre Mohamed Choukri. Le célèbre Mohamed Choukri, donc écrivain, auteur, né en 1935, mort en 2003. C'est bien ça. Oui. Alors pourquoi tu as choisi Mohamed Choukri? Parce que moi j'ai hésité, il y a beaucoup d'auteurs qui me plaisent, mais il y a une histoire particulière. C'est pas seulement un talent d'écriture, ou c'est une histoire particulière, c'est en fait il a fait de sa vie une œuvre. Ou en tout cas, c'est sa vie qui lui a permis de faire ce... Ouais, il y a pas de grosse séparation entre Mohamed Choukri et Le Pain Nu, en fait. Tout à fait, puisque c'est un roman autobiographique, c'est son enfance, en fait, puisque le roman se termine vers 20 ans, 21 ans, où justement il va commencer à apprendre, il va retourner à l'école, en fait, pour apprendre à lire et à écrire, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que Mohamed Choukri était analphabète, il n'est pas allé à l'école, donc il est né à Bnichigir. C'était une époque particulière aussi du Maroc, sous protectorat espagnol dans le nord, la France qui gérait quasi-totalité du pays, et c'était aussi une période de son enfance, donc on peut répartir en plusieurs périodes, mais jusqu'à 11 ans, il a vécu une enfance, il a vécu une enfance, mais quand même douloureuse. C'est une période où il y a la famine, il y a des famines au Maroc, et notamment dans le nord du Maroc, sécheresse, des difficultés. Donc son père, toute la petite famille part de Bnichigir, donc à Nador, vers d'abord Tétouan, puis après Tanger, s'installer à Tanger, et une histoire particulière puisque c'est une histoire familiale très glauque, très dur. Je crois qu'il y a son oncle qui est mort, je sais plus si c'est suicidé ou s'il a été tué. Le père qui est violent, qui est alcoolique, c'est je crois un ancien soldat, non? Soldat dans l'armée espagnole. Donc très violent, alcoolique, c'est dingue, la drogue. Il y a tellement peu de différence, je sais pas si tu me parles du Pain Nu ou de Mohamed Choukri, parce qu'en fait c'est la même chose. C'est la même chose, c'est exactement. En tout cas, on connaît le père par le récit du Pain Nu, donc on doit se baser... Terrible le père dans le livre, terrible, horrible personnage. Il l'accuse d'ailleurs d'avoir tué son fils. C'est dans les premières pages. Dans les premières pages du roman, il tue. C'est effectivement, en fait, c'est un drame initiatique, puisque à 11 ans, donc son petit frère meurt, je crois qu'il lui tord le cou, il l'étrangle, le père étrangle. Je veux dire la phrase, il se précipite sur mon frère, il lui tord le cou comme on essore un linge. Voilà, ça c'est dans le livre. Et je pense que cette image violente et cette enfance violente va construire le Mohamed Choukri qu'on va lire dans Le Pain Nu, c'est-à-dire toute cette enfance d'errance, puisque à partir de là, à partir de ce drame familial, la mère ne peut rien, la mère essaye de calmer, mais les folies du père, elle ne peut rien, les enfants accusent le coup, et donc cette mort, ce meurtre, va pousser Mohamed Choukri à quitter le foyer familial pour vivre dans la rue. Et donc là aussi, c'est une nouvelle violence, mais une violence de la rue marocaine, de la rue tangéroise, en cette période délicate où il va
découvrir. Drogue, C'est un prostitution, vagabond. viol, c'est un Ouais. enfant des rues. Moi, c'est ce qui m'a marqué dans ce livre. Moi, je l'ai lu assez tardivement, parce que l'histoire du livre, d'ailleurs, elle est assez particulière, puisqu'il l'a écrit en arabe. Elle a été d'abord traduite par Paul Bowles, qui était un de ses amis, l'américain, qui est connu pour... Khobz Hafi en arabe. Khobz Hafi, voilà. Paul Bowles, qui est connu, c'est la génération beatnik, etc., qui s'est installé à Tanger, parce qu'il y avait pas mal de choses qui lui plaisaient à Tanger, et notamment le kiff. Et le livre n'a été publié, il a été traduit par Tal Rejloun en 82, je crois, 81-82. Il était interdit en 83. Et il a été interdit en 83 et il n'a pu être revendu au Maroc qu'en 2000. Donc c'est un livre qui a une histoire particulière, mais c'est un livre qui est à la fois un témoignage, un ouvrage presque sociologique, parce qu'il nous renseigne sur un Maroc qu'on ne voyait pas à l'époque. Qui ne s'exprimait pas en tout Qui cas. ne s'exprimait pas et personne ne le lisait. D'ailleurs, aucune maison d'édition n'a voulu imprimer le livre en arabe. Dans tout le monde arabe, pas seulement au Maroc. Personne ne voulait imprimer parce que c'était blasphématoire de publier des choses, parce qu'il y a vraiment des choses très dures. Cru, oui, en particulier les scènes de sexe. Le sexe occupe une place Oui, importante. mais un sexe morbide. Un sexe morbide, des glauques dans... et des tripots, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose de très noir. Très noir, tout à fait. Et ça a choqué énormément de lecteurs, de gens de cette époque-là. Je vais le dire différemment. Quand on lit Le Pain Nu, c'est un festival de tabou en fait. C'est un strike. C'est-à-dire ils sont tous là. Il y a la drogue, il y a le sexe, il y a la violence. Mais c'est un roman sur la faim, quoi. C'est un roman sur la misère. C'est un roman sur la peur. D'où le titre, Le Pain Nu, Khobz Hafi. Je pense que ça témoigne de cette époque-là où réellement les gens ont dû quitter leur village pour avoir à manger, parce que sinon ils mourraient de faim. Et c'est une époque très difficile pour le Maroc. Et c'est une époque où rien ne se disait. Les gens pouvaient mourir de faim, les gens pouvaient mourir, là par exemple, une agression, un infanticide, les gens pouvaient être violés. Qui n'a aucune conséquence, l'infanticide. Tout à fait. Et donc tout ça en fait passe. C'est-à-dire que c'était un Maroc, à cette époque-là, c'était un Maroc particulier où énormément d'actes pouvaient se commettre, d'actes criminels parfois, pouvaient se commettre, ou des choses qui aujourd'hui nous lacéreraient le cœur, voir des gens mourir de faim, etc., mais qui se déroulaient dans ce Maroc de la Seconde Guerre mondiale ou de l'après-Seconde Guerre mondiale, sous protectorat. C'était vraiment un Maroc à la fois particulier, tabou, où les tabous continuait d'exister, était prégnant, et cette histoire d'un enfant, et c'était rare d'avoir d'ailleurs des œuvres littéraires sur l'histoire d'un enfant, une histoire très 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 sombre, mais cette histoire d'un enfant, moi comment je l'ai lu, moi je l'ai lu vers les années 2000, donc c'était vraiment pour moi une révélation d'un Maroc qu'on pouvait voir de manière par petites touches, mais on n'avait jamais un tableau aussi descriptif de ce Maroc-là. C'est vrai que c'est un style littéraire qu'on peut trouver en Europe. C'est Charles Dickens, c'est ce genre de... transposer, ça serait pareil, mais comme ça, prendre un coup de poing dans la figure, parce que c'est un coup de poing dans la figure, ce bouquin, sur une classe sociale qui d'habitude ne s'exprime pas, qui n'écrit pas, et là, tu plonges là-dedans. Moi, j'ai envie de lire un extrait du bouquin. Donc, mon père nous exploitait, le patron du café aussi m'exploitait, car j'ai su qu'il y avait d'autres garçons mieux payés que moi. J'avais décidé de voler toute personne qui m'exploiterait, même si c'était mon père ou ma mère. Je considérais ainsi le vol comme légitime dans la tribu des salauds. Yeah. Et il y a de la punchline comme ça qui arrive sans arrêt. À un moment, ça crée, c'est tellement dense, c'est tellement étouffant. Et comme tu l'as dit en début de ce podcast, le salut arrive dans les dernières pages, comme dans la vie de Mohamed Choukri, où à 20 ans, le jeune garçon, qui donc est autobiographiquement l'auteur, décide d'aller à l'école. Et même quand on connaît l'histoire de Mohamed Choukri, qui va finir sur le plateau d'Apostrophe et compagnie, c'est comme ça, la voie, la salvation, la réhabilitation, la solution, c'est l'école, quoi, tout simplement. Et c'est la planche de salut, c'est la lumière qui arrive à la fin du roman. C'est ce qui permet de supporter en fait ce récit violent et inédit au Maroc, en tout cas au niveau écriture. Et c'est vrai que cette fin, surtout quand on connaît la vie de Mohamed Choukri, nous laisse, ça nous permet de souffler. Il y a une solution, il y a une voie. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est comment il a appris à lire et à écrire. En fait, il a appris en prison. Les Espagnols l'ont arrêté et l'ont envoyé en prison. Et il a rencontré un indépendantiste, un militant indépendantiste marocain, qui lui a appris à écrire et à lire l'arabe, les premières, on va dire, les balbutiements, pour avoir un minimum syndical. Et c'est à partir de là où il a eu un amour pour les lettres, l'écriture. Et là, il a continué
effectivement à aller dans une école pour apprendre vraiment à lire et à écrire jusqu'à devenir instituteur, à devenir prof. Et après, grâce à des rencontres, j'ai cité tout à l'heure Paul Bowles, mais il y a aussi Genet, écrivain français, qui lui aussi a une enfance très violente, et c'est ce qui lui a permis probablement de s'épanouir dans l'écriture en racontant son vécu, en racontant cette douleur, cette souffrance et cette rage vis-à-vis du père. Mais il a réussi à s'en sortir par l'écriture, par l'enseignement, et c'est un petit peu le canot, cette bouée de sauvetage qui permet de se dire, bon, quand même, malgré cette violence, malgré Il y a d'autres soupapes. Ouais. Merci beaucoup. On valide Statue d'icône. La Zaoui, tu l'as lu, Le Pain Nu? Non, je l'ai pas lu. Il figure en bonne place dans ma bibliothèque, mais j'ai jamais eu le courage Tu l'as acheté, c'est déjà pas mal. Je l'ai acheté, mais j'ai jamais eu le courage de le lancer. Je suis pas sûr que ce qu'on en dit là, dont je connaissais un peu les éléments qui donnent envie de le lire. Ou alors il faut le faire passer avec beaucoup de séquences de Béja. Eh ben c'est ça le Maroc. C'est deux garçons. Même le Béja, je crois qu'il vient d'un quartier très très populaire. Il vient d'un quartier très populaire, famille pauvre, mais il s'en est sorti grâce au foot. Voilà. Mais bon, pas avec une violence du niveau Qadam ou le Qalam. Les deux options. Merci les amis. Merci pour à toi. ce podcast. Produit avec le soutien de la MDJS.